Le vignoble de Soma s'étendait devant eux en vagues dorées, chaque rang de vignes illuminant la lumière printanière tardive. Ethan Callahan ajusta sa cravate noire et scruta la foule rassemblée. 200 invités se mêlaient entre les tables aux drapés blancs. Leur rire se mêlait aux quatuors à cordes, aux douces mélodies. Il aurait dû se sentir satisfait. Le cadre était parfait, la météo idéale, et dans 30 minutes, il épouserait Cam Duval. Au lieu de cela, la tension monta dans sa poitrine comme un avertissement. Regarde donc Ethan. Nora bondit vers lui, sa robe de demoiselle d'honneur tourbillonnant autour de ses genoux. À 10 ans, elle bougeait encore avec cette énergie débridée qui lui rappelait chaque jour pourquoi il s'était tant battu pour la protéger après la mort de ses parents. Tu es magnifique, ma petite. Il redressa le ruban blanc de ses cheveux noirs. Tu te souviens de ce qu'on apprend? Marcher lentement, lâcher les pédales, ne pas trébucher. Elle lui sourit. Doucement. Ethan sourit malgré son malaise. Nora était la seule chose positive et constante dans sa vie. Après avoir perdu ses parents à 7 ans et passé des années à errer entre les familles d'accueil, il avait juré qu'aucun enfant de sa famille ne se sentirait jamais abandonné. Lorsque les parents de Nora sont morts dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, il était devenu son tuteur sans hésiter. Ethan Callahan apparut à leur côté, son sourire naturel habituel. Maman veut te voir avant le début de la cérémonie. La mâchoire d'Ethan se serra. Marlo Duval avait été une source constante de friction tout au long de leur fiançailles. Chaque décision était devenue une bataille, chaque suggestion une lutte de pouvoir. Cette femme considérait l'organisation du mariage comme une stratégie militaire. Où est-elle? Près de l'autel, parlant avec l'officiant. Les yeux bleus de Callahan avaient une lueur d'excuse familière. Elle est juste minutieuse sur les détails. Particulière. C'était le mot que Camin utilisait pour décrire le comportement autoritaire de sa mère. Ethan avait appris à lire entre les lignes depuis des mois. Reste avec Nora, dit Ethan. Je reviens tout de suite. Il se dirigea vers l'hôtel, se faufilant entre les groupes d'invités. Le propriétaire du vignoble avait transformé l'espace en une page de magazine. Des roses blanches et des gypsophiles ornaient chaque surface, tandis que des rubans de soie flottaient sous la tonnelle où ils allaient échanger leurs vœux. Marlo Duval se tenait près du premier rang, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et sa robe bleu marine impeccable. Elle fit un geste sec à l'officier, un homme au visage bienveillant qui hocha la tête avec une patience ardente. La musique du cortège devait commencer à 16h30 précise, disait-elle, ni une minute avant ni après, et s'assurer que le photographe capture chaque instant sous les angles appropriés. Madame Duval, Ethan s'approcha d'un pas mesuré. Vous vouliez me voir? Elle se retourna, le scrutant d'un regard critique. Votre cravate est de travers. Les mains d'Ethan restèrent à ses côtés. Tout va bien. Rien ne peut aller bien aujourd'hui, Ethan. Ce mariage porte atteinte à la réputation de notre famille. Elle s'approcha, baissant la voix. Cela inclut la surveillance de votre nièce. Les enfants ont le don de semer le chaos au pire moment. L'avertissement était clair. Ethan en avait entendu des variantes depuis des mois. Marlo considérait Nora comme une gêne. Un rappel qu'Ethan était arrivé avec des complications qu'elle ne pouvait contrôler. Nora connaissait son rôle. Il dit d'un ton neutre. Veille à ce qu'elle s'en souvienne. Le sourire de Marlo était fin comme un rasoir. Maintenant, on commence? Les 20 minutes suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de mouvements orchestrés. Les invités trouvèrent leur place. Le quatuor passa au son d'une musique de procession, et les invités prirent place. Ethan, debout devant l'autel, regardait Nora descendre l'allée d'un pas mesuré et prudent. Elle était parfaite. Chaque pétale tombait au bon moment, son sourire éclatant et confiant. La fierté monta dans la poitrine d'Ethan lorsqu'elle atteignit l'avant et prit place aux côtés des autres assistants. L'entrée de Callahan suscita des murmures d'appréciation dans la foule. Il ressemblait en tout point à un avocat accompli dans son smoking sur mesure, ses cheveux blonds illuminant le soleil. Cela aurait dû être leur moment de triomphe. L'officiant commença à parler d'amour et d'engagement, mais l'attention d'Ethan se porta sur Marlo, au premier rang. Elle observait tout avec une intensité de faucon, ses doigts tambourinant contre son sac à main. Comment James Duval, prends-tu Ethan Michael Callahan pour époux légitime? Je le fais, la voix de Callahan résonna clairement à travers le vignoble. Et toi, Ethan Michael Callahan, prends-tu Callahan James Duval pour époux légitime? Je le fais.
Les mots avaient un goût de cendre. Ethan repoussa ce sentiment. C'était ce qu'il désirait. Un partenariat stable, une belle vie pour Nora, une sécurité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Par le pouvoir que me confère l'État de Californie, je vous déclare maintenant marié. Vous pouvez vous embrasser. Candace se pencha en avant et leurs lèvres se rencontrèrent brièvement. Des applaudissements fusèrent parmi les invités. Les flashs des appareils photo et les pétales de rose tombèrent comme de la neige autour d'eux. Ils redescendaient l'allée. Les mains jointes lorsque cela se produisit. Un serveur se faufila entre les chaises, portant un plateau de verre à vin pour la réception immédiate. Son pied heurta une partie inégale du sol et il trébucha. Le vin rouge fusa dans l'air, éclaboussant le tapis blanc et ma robe. Le cri de Marlowe trancha la fête comme une lame. Ethan pivota. Des taches rouges foncées s'étalèrent sur le bas de la robe bleu marine de Marlowe. Mais surtout, des gouttes avaient éclaboussé les chaussures crème de la mère de Candace et le bas de sa tenue. Le serveur se releva précipitamment, le visage rouge de mortification. « Je suis vraiment désolé, madame. J'ai trébuché. Je ne parlais pas de vous, imbécile maladroit. » La voix de Marlowe monta si haut que toute l'assemblée se tut. Mais sa fureur n'était pas dirigée contre la serveuse. Elle fixait Nora. « Comment osez-vous » Marlowe se précipita vers l'enfant de 10 ans, le visage tordu de rage. « Tu l'as poussé. Je t'ai vu bousculer délibérément cet homme. » Les yeux de Nora s'écarquillèrent de stupeur. « Moi non. J'étais juste là. Je n'ai touché personne. Ne me mens pas, petite. » La gifle claqua sur le vignoble comme un coup de feu. Nora recula, la main portée à sa joue. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne pleura pas. Elle avait appris très tôt que les larmes aggravaient souvent les choses. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle. La vision d'Ethan devint blanche. À cet instant, il vit tout avec une. Avait eu lieu la cérémonie du mariage. La tonnelle avait disparu, les chaises enlevées, mais Ethan voyait encore la scène. La rage de Marlowe, le visage stupéfait de Nora, le silence paralysé de Candace. « Es-tu triste » demanda Nora en s'installant sur un carré d'herbe. À propos de Candace, je veux dire, Ethan réfléchit à la question. Était-il triste ? Il y avait un sentiment de perte. Certainement. Candace faisait partie de leur vie depuis plus d'1 an, de leur projet d'avenir. Mais au fond, il y avait un soulagement plus profond. Je suis triste de ce que je pensais que nous aurions pu être, dit-il finalement. Mais je ne suis pas triste de ce que nous étions réellement. Quelle est la différence ? Je pensais que Cam était courageux, gentil et fort. Je pensais qu'il te protégerait comme je le fais, mais quand ça comptait, il n'était rien de tout cela. Nora broutait l'herbe à côté d'elle. Peut-être qu'il pourrait apprendre à l'être. Peut-être. Mais ce n'est pas notre travail, mon garçon. Notre travail est de prendre soin les uns des autres, et nous sommes doués pour ça. Nous sommes très doués pour ça. Le soleil baissait à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées et cramoisies. Ethan sentit quelque chose se calmer dans sa poitrine, une douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis le début de leurs fiançailles. Pendant des mois, il avait tenté de rassembler des éléments incompatibles, convaincu que l'amour pouvait surmonter des différences fondamentales de valeurs. Il comprenait maintenant que certaines différences étaient insurmontables. Certains préféraient toujours la commodité au courage, l'apparence à l'authenticité, le contrôle au lien. Candace et sa famille étaient ces personnes. La voix d'oncle Ethan Nora était pensive. « Je suis content que tu m'aies choisi. » Cette simple déclaration le frappa comme un coup de poing. « Je te choisirai toujours, Nora. Toujours. Je sais. C'est ce qui fait de nous une famille. Une famille. Pas celle dans laquelle on est né ou dans laquelle on s'est marié, mais celle qu'on construit par des choix quotidiens d'aimer, de protéger et de se serrer les coudes. » Lui et Nora avaient ce genre de famille. Ils l'avaient construite de toutes pièces après des pertes, des traumatismes et des incertitudes. Elle valait plus que toute la fortune et les relations des Duval réunies. « Allez, » dit-il en l'aidant à se relever. « Rentrons. » Ils retournèrent au parking tandis que les premières étoiles apparaissaient au-dessus de leur tête. Derrière eux, le vignoble s'installait dans le calme du soir, renfermant secrets et souvenirs. Devant eux se trouvait la petite maison qu'ils avaient transformée en foyer. La vie qu'ils avaient construite ensemble, l'avenir qu'ils allaient façonner à leur façon. Alors qu'ils atteignaient la voiture, le téléphone d'Ethan vibra,
accompagné d'un SMS. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Candan, « Je suis désolé pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Ethan effaça le message sans répondre. Le pardon était réservé à ceux qui l'avaient mérité par un changement de comportement, pas par de belles paroles. Candan devrait vivre avec ses choix, tout comme Ethan avec les siens. Était-ce important, demanda Nora en bouclant sa ceinture. Non, répondit Ethan en démarrant le moteur. Rien d'important du tout. Ils quittèrent le vignoble sans se retourner, laissant derrière eux les ruines d'une relation qui n'avait jamais été aussi solide qu'elle en avait l'air. La route était incertaine, mais c'était à eux de la parcourir ensemble. Dans le rétroviseur, Ethan aperçut le reflet de Nora. Elle regardait par la fenêtre avec un léger sourire, apparemment perdue dans ses pensées. Quel que soit l'avenir, elle l'affronterait avec la certitude inébranlable d'être aimée et protégée. C'était tout ce qui comptait. C'était tout. Le soleil disparut derrière les montagnes et ils roulèrent vers leur foyer dans l'obscurité grandissante. Deux survivants qui avaient trouvé refuge dans la force de l'autre. Derrière eux, le vignoble abritait les fantômes de la vie. Devant eux se dressait la certitude de ce qui était. Une famille forgée par le choix, éprouvée par l'adversité et indestructible. Ethan n'avait aucun regret. Certains ponts méritent d'être brisés. Clarté cristalline. La cruauté calculée de Marlowe. Cam, figé sous le choc, ne faisant aucun geste pour défendre Nora. Les invités murmuraient entre eux, certains hochant la tête comme si un enfant méritant une punition était parfaitement raisonnable. Sa rage était glaciale et absolue. Marlowe. Sa voix tranchait le chaos avec une précision chirurgicale. Elle se tourna vers lui, le menton levé d'un air de défi. Cet enfant doit apprendre les conséquences de ses actes. C'est exactement le genre de comportement contre lequel je t'avais mis en garde. Nora. Dit Ethan sans quitter Marlowe des yeux. Viens ici. Nora courut à ses côtés et il posa une main protectrice sur son épaule. Elle tremblait, mais se tenait droite. Elle était plus courageuse que la plupart des adultes qu'il connaissait. As-tu touché au serveur? Non, oncle Ethan. Je te promets que non. J'étais là où tu m'avais dit de le faire. À regarder la cérémonie. Il la croyait. Il l'aurait cru même sans la vérité évidente dans sa voix, car il connaissait Nora. Elle était prudente et attentionnée, surtout dans les situations où elle risquait d'attirer l'attention. C'est ridicule. Marlowe s'exclama. Elle mentait visiblement pour éviter une punition. Les enfants suffisent toujours. Les simples mots d'Ethan la réduisirent au silence. Il regarda les invités autour de lui, mémorisant les visages. Certains manifestèrent de la sympathie pour Nora, mais trop d'autres semblaient mal à l'aise, prêts à croire qu'un enfant de 10 ans saboterait un mariage par méchanceté. Candan retrouva enfin sa voix. « Maman, on devrait peut-être quoi ?» Marlowe se retourna vers son fils. « Quel sentir avec elle pour gâcher notre journée ?» C'est exactement ce que j'avais prédit quand on décidait d'épouser quelqu'un avec un passé aussi compliqué. Un passé. C'est comme ça que Marlowe appelait Nora. Un orphelin de 10 ans était un fardeau que la décision d'Ethan cristallisa à cet instant. Ce mariage était une erreur. Ces gens, ces faibles et cruels, ne seraient jamais la famille de Nora. Ils ne seraient jamais la sienne. Mais il ne parla pas. Pas encore. Au lieu de cela, il classa chaque réaction, chaque murmure, chaque visage qui manifestait sa désapprobation envers un enfant plutôt que la femme qui venait de la frapper. On devrait peut-être visionner les images de sécurité, suggéra une voix au fond. Ethan se retourna et vit Marcus Webb, le coordinateur des événements du vignoble, s'approcher, une tablette à la main. Nous avons des caméras partout dans la propriété pour des raisons de sécurité. Si on a des questions sur ce qui s'est passé, on peut facilement vérifier. Le visage de Marlowe devint blanc. C'est complètement inutile. J'ai vu ce que j'ai vu. Ça ne prendrait qu'un instant, poursuivit Webb. On peut régler ça tout de suite et retourner aux festivités. Oui, dit Ethan doucement. Allons-y, la foule se rassembla autour de la tablette de Webb, tels des témoins d'une exécution. Ethan garda la main sur l'épaule de Nora, sentant sa tension sous sa paume. Candan se tenait à côté de sa mère, le visage pâle et incertain. Webb afficha la vidéo et la fit défiler jusqu'à la fin de la cérémonie. L'image était nette malgré le noir et blanc. Ethan et Candan descendirent là les mains dans la main, suivis par les mariés. Là, Webb pointa l'écran.
On pouvait voir toute la scène. À l'écran, Nora se tenait exactement à l'endroit où elle devait se tenir, les mains jointes. La place de la demoiselle d'honneur était clairement indiquée, et elle n'en avait pas bougé. Pendant ce temps, le serveur s'approchait de l'autre côté de l'allée, portant son plateau avec une concentration minutieuse. Son trébuchement était évident. Pas de poussée mystérieuse. Pas d'interférence d'un enfant de 10 ans. Son pied s'accrocha à une petite bosse au sol, là où 2 morceaux du tapis blanc n'étaient pas parfaitement alignés. Le vin décrivit un large arc de cercle, éclaboussant les invités et le sol. Nora ne bougea pas. Elle ne regarda même pas le serveur. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Eh bien, dit Webb prudemment. Je pense que cela règle la question. » Ethan observa le visage de Marlowe alterner entre la surprise, la gêne, puis une froide réflexion. Une personne moins douée aurait pu s'excuser, manifester des remords pour avoir faussement accusé et frappé un enfant. Marlowe Duval n'était pas une personne inférieure. Elle était pire. L'angle est trompeur, dit-elle avec un calme impressionnant. La caméra n'aurait pas pu tout capturer clairement. La voix de Mère Candan se brise légèrement. L'image est parfaitement claire. Tu remets ma parole en question, Candan ? Son ton aurait pu figer le feu. Ethan ne dit rien. Il observait simplement, cataloguant chaque détail. Le refus de Marlowe d'admettre son erreur. La faiblesse de Candan face à la manipulation de sa mère. La façon dont plusieurs invités se déplaçaient mal à l'aise sans rien faire pour défendre Nora ou contester le mensonge évident de Marlowe. Ces gens lui montraient exactement qui ils étaient. Il s'en souviendrait. Peut-être devrions-nous prendre un moment pour nous ressaisir, suggéra Candan. Cela a été stressant pour tout le monde. Oui, approuva Ethan. Nora et moi avons besoin d'air. Il guida Nora à l'écart de la foule vers un coin tranquille du vignoble où les ceps de vigne offraient un abri contre les regards indiscrets. Derrière eux, il entendit la voix de Marlowe s'élever à nouveau, sans doute pour minimiser l'incident. Oncle Ethan, la voix de Nora était faible. Tu m'en veux ? Il s'agenouilla à sa hauteur, ses mains caressant doucement ses épaules. Non, ma puce. Je ne t'en veux pas. Tu n'as rien fait de mal. Mais elle a dit qu'elle avait menti. Les mots furent plus durs qu'il ne l'aurait voulu. Ethan força sa voix à baisser. Nora. Parfois, les adultes mentent pour se consoler de leurs erreurs. C'est ce qui s'est passé ici. Mais tout le monde la croyait. Pas tout le monde, mais trop. Assez pour avoir de l'importance. Certains l'ont cru, admit-il. Mais je connais la vérité. Tu connais la vérité. C'est ce qui compte. Nora hocha la tête, mais son regard restait troublé. Vas-tu encore épouser Camin ? De la bouche des enfants. Ethan reporta son regard sur l'assemblée où Marlowe siégeait parmi un cercle d'auditeurs compatissants. Candan se tenait à côté d'elle, acquiesçant au récit qu'elle était en train de construire. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. C'était la première fois qu'il avouait ce doute à voix haute, même à lui-même. Mais voir Candan échouer pour défendre Nora, le voir céder sous la pression de sa mère avait révélé quelque chose de fondamental sur l'homme qu'Ethan pensait connaître. Le mariage n'était pas seulement une question d'amour. C'était une question de partenariat, d'avoir quelqu'un qui vous soutiendrait dans les moments difficiles. Candan venait de montrer qu'il choisirait toujours sa mère plutôt que son marié, par extension, plutôt que Nora. C'était inacceptable. On peut rentrer, demanda Nora. Leur petite mais confortable maison, de l'autre côté de la ville, où personne ne remettait en question la valeur de Nora ni ne la traitait comme une gêne. Où ils construiraient une vie ensemble fondée sur le respect mutuel et une attention sincère. Bientôt, promit Ethan, mais d'abord, je dois m'occuper de quelque chose. La réception était censée être une célébration. Au lieu de cela, elle ressemblait à une veillée funèbre. Ethan se faufila dans la foule, Nora à ses côtés, acceptant les félicitations avec une politesse machinale. Les invités semblaient déterminés à faire comme si l'incident précédent n'avait jamais eu lieu, comme si l'amnésie collective pouvait restaurer l'ambiance festive du jour. Candan apparut à leur côté alors qu'ils atteignaient leur table. Ethan, il faut qu'on parle. Après le dîner, Ethan répondit, Nora n'a pas mangé. Ça ne peut pas attendre. Maman est bouleversée. Bien sûr qu'elle l'était. Être publiquement prouvé coupable serait blessant pour quelqu'un comme Marlowe Duval, qui a construit son identité autour de la raison et du contrôle. Alors,
elle devrait s'excuser auprès de Nora. Le rire de Candan était forcé. Tu sais, elle ne fera jamais ça. Alors, on a un problème. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. Le visage de Candan montrait qu'il comprenait le sous-entendu, mais qu'il n'arrivait pas à l'aborder directement. Écoute, je sais qu'elle était dure, mais Nora va bien. Les enfants sont résilients. Les enfants sont résilients. L'excuse de tous les adultes qui ont un jour failli à protéger un enfant correctement. Ethan l'avait entendu d'innombrables fois durant son enfance, généralement juste avant d'être placé dans une autre famille d'accueil. Elle a giflé ma nièce, dit Ethan doucement devant 200 personnes. Sur la base d'un mensonge. C'était un malentendu. Non. La voix d'Ethan resta calme, mais Ice coulait en dessous. C'était une attaque délibérée contre un enfant de 10 ans, et tu es resté là, à laisser faire. Candan a tressailli. J'étais sous le choc. Tout s'est passé si vite. Tu as eu 1 heure pour digérer la situation. Où est ton indignation? Où est ton exigence d'excuses pour ta mère? Le silence de Cam était une réponse suffisante. Le dîner s'est déroulé dans une normalité surréaliste. Des discours ont été prononcés, des toasts ont été portés et les jeunes mariés ont été célébrés comme si leur mariage n'avait pas seulement révélé des incompatibilités fondamentales. Ethan a joué son rôle, souriait au bon moment et prononçait les mots justes lorsqu'on le lui demandait. Mais son esprit était ailleurs, calculant qu'il pensait à son enfance, à apprendre à lire rapidement la vraie nature des gens, car sa survie en dépendait. Des parents d'accueil qui semblaient bienveillants jusqu'à ce que tu deviennes gênant. Des assistantes sociales qui promettaient des compétences mais disparaissaient lorsque les budgets se raréfiaient. La dure leçon, les gens vous révèlent qui ils sont vraiment dans les moments de pression. Aujourd'hui a été l'un de ces moments où la soirée touchait à sa fin. Ethan se retrouva debout au bord du vignoble avec Nora. Elle troqua sa robe de demoiselle d'honneur pour un jean et un pull, redevenant elle-même. La réception se poursuivait derrière eux, mais ils s'approprièrent cet espace tranquille pour admirer le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et cramoisies. La voix d'oncle Ethan Nora était pensive. Tu crois que la mère de Hammond me détestera toujours? La question le frappa comme un coup de poing. Non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce qu'elle était si perspicace. À 10 ans, Nora avait compris quelque chose que Candan ne pouvait apparemment pas saisir. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle te déteste? Sa façon de me regarder comme si j'étais une ordure. Elle intervint. Nora grattait l'herbe à côté d'elle. Elle le faisait déjà avant aujourd'hui. J'essayais juste de ne pas la gêner. Les poings d'Ethan se serrèrent. Combien de fois Nora s'était-elle sentie importune dans ce qui était censé devenir sa famille élargie? Combien de subtilités avait-il manqué en se concentrant sur l'organisation du mariage et en essayant de faire en sorte que tout fonctionne avec Candan? Tu ne devrais pas avoir à te tenir à l'écart de qui que ce soit, mon garçon. Ta place est là où je suis, mais maintenant que tu es marié à Candan, ça ne veut pas dire que ça veut dire que. C'est ma grand-mère, ou quoi? Le titre était mal choisi entre eux. Marlo Duval ne serait jamais la grand-mère de qui que ce soit, et encore moins de Norris. Elle manquait de la chaleur, de l'amour inconditionnel, de l'instinct protecteur qui définissait ce rôle. Nora, et si je te disais que ce mariage pourrait échouer? Elle leva les yeux vers lui avec des yeux marrons sérieux. À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. En partie, mais aussi parce que je pense que Candan et moi attendons des choses différentes de la famille. Que veux-tu? Je veux que nous soyons en sécurité. Je veux que tu ne doutes jamais d'être aimé et protégé. Je veux une partenaire qui te défendrait aussi farouchement que moi. Et Candan ne veut pas ça. Candan veut que tout le monde soit heureux, même quand c'est impossible. Parfois, il faut choisir son camp, Nora. Quand ça compte, je te choisirai toujours. Elle hocha la tête solennellement. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ethan se retourna vers la réception où Candan était en pleine conversation avec sa mère. Même de loin, il pouvait lire le langage corporel de Candan, désolé, défensif, impatient de arranger les choses. Maintenant, je dois prendre des décisions difficiles. Le soleil se couchait derrière les montagnes, projetant sur le vignoble des ombres violettes. Ethan sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, un calme qui s'accompagnait de certitude. Il avait passé des mois à essayer de construire un pont entre sa vie avec Nora et un avenir avec Candan. Aujourd'hui, il lui avait montré que ce pont était construit sur un terrain instable. Il pensa à ses parents, morts quand il avait 7 ans.
Il rentrait d'une pièce de théâtre à l'école lorsqu'un conducteur ivre avait grillé un feu rouge. En un clin d'œil, son monde avait volé en éclats. Mais même enfant, il avait compris que certaines choses ne pouvaient être ni réparées ni pardonnées. C'était l'une de ces choses. « Allez, viens », dit-il en aidant Nora à se relever. « Allons faire nos adieux. » Ils retournèrent à la réception main dans la main. L'esprit d'Ethan était déjà occupé, planifiant conversation et imprévus. Candan voudrait parler pour expliquer, pour négocier, mais certaines limites, une fois franchies, ne pouvaient être défaites. Marlo Duval lui avait révélé sa vraie nature aujourd'hui. Plus important encore, Camin avait montré à son mari que le mariage était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. 3 jours après le désastre, Ethan était assis dans sa voiture devant le manoir des Duval, observant la maison qui aurait pu devenir son foyer. Cette demeure coloniale géorgienne s'étendait sur un hectare de pelouse impeccable, avec ses colonnes blanches et sa façade en briques rouges, criant l'argent ancien et le pouvoir établi. Candan avait appelé 17 fois depuis la réception. Ethan n'avait répondu à aucune. Au lieu de cela, il avait passé ces 3 jours à réfléchir, planifier et se renseigner discrètement. Le certificat de mariage n'avait toujours pas été signé, un détail qu'il avait insisté pour régler après la cérémonie. Légalement, il n'était pas encore marié. En pratique, il comptait bien que cela reste ainsi, mais rompre les fiançailles exigeait une stratégie. Marlo Duval n'était pas du genre à accepter la défaite avec grâce, et la faiblesse de Candan le rendait imprévisible. Ethan devait contrôler le récit avant qu'il ne puisse le contrôler. « Tu es sûr de toi, oncle Ethan ?» demanda Nora depuis le siège passager. Elle avait insisté pour venir, prétextant vouloir récupérer un livre qu'elle avait oublié lors d'une précédente visite. Je suis sûr qu'il lui a serré la main. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ? Reste près de toi. Ne reste pas seul avec elle. Et si quelqu'un me pose des questions sur le mariage, je ne me souviens pas de grand-chose, car j'étais nerveuse. » Une fille intelligente. Nora avait hérité de l'instinct de survie qui protégeait les enfants vulnérables dans des environnements hostiles. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Candan apparut, son soulagement visible même de loin. Il avait une mine épouvantable. Vêtements froissés, mâchoire barbue, cernes. « Ethan, Dieu merci. » Je commençais à réfléchir. « Il faut qu'on parle », dit simplement Ethan. « Mais d'abord, Nora veut récupérer son livre. » « Bien sûr, maman est dans son bureau si tu veux. Je préfère que cette visite soit brève. » Le visage de Candan se décomposa, mais il s'écarta pour les laisser entrer. L'intérieur du manoir était exactement comme Ethan l'avait imaginé. Cher, de bon goût et froid. Tout était parfaitement agencé pour impressionner les visiteurs et leur rappeler le statut de la famille Duval. « Je vais chercher le livre. » Norris dit en se dirigeant vers la bibliothèque où elle avait passé du temps lors de ses précédentes visites. « Fais vite », lui cria Ethan. À Candan, il dit, « On peut parler au salon. » Ils s'installèrent dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Candan se pencha en avant, les mains jointes. « Ethan, à propos de ce qui s'est passé au mariage. »« Ta mère a agressé ma nièce », l'interrompit Ethan. « Tu as frappé physiquement un enfant de 10 ans sur la base d'un mensonge. Puis tu as refusé de t'excuser quand tu as eu tort. Je sais, et je suis désolé. Elle était stressée par le mariage et tu n'as rien fait pour l'en empêcher. » Cam tressaillit. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait assez vite pour défendre une enfant innocente de la rage de ta mère. La voix d'Ethan resta posée, mais les mots me blessèrent profondément. Combien de temps penses-tu qu'il faut pour distinguer le bien du mal, Candan ? Ce n'est pas juste. Ce qui est injuste, c'est qu'une enfant de 10 ans se fasse gifler pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, tandis que le fiancé de son oncle se contente de trouver des excuses. Le silence s'installa entre eux. Candan fixait ses mains, cherchant apparemment les mots pour réparer l'irréparable. « Maman veut s'excuser, dit-il finalement. Ethan faillit rire. « Veux-tu qu'elle s'excuse ? Quelle est la différence ? » La différence, c'est si c'est sincère ou stratégique. Ethan se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin. « Ta mère ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Elle croit s'être fait prendre. Tu ne la connais pas comme moi. Je la connais exactement telle qu'elle est présentée. Elle-même. La question est de savoir si vous l'êtes. » Des pas lourds s'approchèrent du couloir.
Marlo Duval entra dans le salon avec sa présence habituelle, bien qu'Ethan remarquât la légère tension dans son regard. Elle était inquiète, ce qui signifiait qu'elle comprenait l'enjeu. « Ethan, dit-elle avec une chaleur soigneusement dosée. Je suis si heureuse que tu sois passé. Il faut qu'on discute de ce qui s'est passé à la réception. Oui, c'est vrai. Elle s'installa dans son fauteuil préféré, celui qui dominait la vue de la salle. Je vous dois des excuses, avouait Anora. Le stress de la journée m'a submergé et j'ai mal réagi. Vous avez giflé ma nièce. J'étais contrarié par le vin et je me suis dit, vous pensiez qu'un enfant de 10 ans avait délibérément saboté le mariage de votre fils par méchanceté. Ethan se détourna de la fenêtre pour lui faire face. Même après que la vidéo vous ait prouvé le contraire, vous avez persisté à maintenir cette fiction. La mâchoire de Marlo se serra presque imperceptiblement. J'étais ému. On fait des erreurs quand on est ému. Certaines erreurs sont plus révélatrices que d'autres. Les mots flottaient dans l'air comme un gant lancé. Marlo comprit le sous-entendu. Il ne s'agissait pas seulement de la gifle. Il s'agissait de ce que la gifle révélait de son caractère, de ses priorités, de sa volonté de sacrifier le bien-être d'un enfant pour son propre ego. On devrait peut-être en discuter. En privé, suggéra TL en jetant un coup d'œil à Candan. Non, dit Ethan. Candan a besoin d'entendre ça aussi. Une nouvelle voix se joignit à la conversation. Tiens, quoi? Ethan se retourna et vit entrer dans la pièce une femme d'une trentaine d'années, grande et aux traits fins, les cheveux auburn tirés en un chignon soigné. Elle avançait avec la démarche assurée de quelqu'un habitué des salles de conseil et des batailles juridiques. Harper, dit Candan en se levant. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis venu examiner les documents de succession avec tante Marlo. Harper Fields, réalisa Ethan. Le cousin de Candan, un avocat d'affaires qui avait assisté au mariage mais était resté en retrait. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre des voix s'élever. Discussion familiale, dit Marlo d'un ton dédaigneux. Rien qui te concerne. Les yeux verts de Harper se déplacent entre trois, percevant clairement la tension. Si cela concerne le mariage de Caman, cela concerne la famille. Ce qui s'est passé au mariage était malheureux. Malheureux, le mot d'un avocat pour désigner un potentiel responsabilité. C'était inexcusable, corrigea Ethan. Et cela soulève des questions quant à la sécurité de cette famille pour ma nièce. C'est une accusation grave, dit Harper prudemment. C'est une grave préoccupation. Le sang-froid de Marlo se brisa légèrement. Tu dramatises. Les enfants sont punis pour mauvaise conduite depuis des siècles. Nora ne s'est pas mal comportée. Les images de sécurité ont prouvé de manière concluante que les images manquaient de clarté. Elles étaient parfaitement claires. L'interruption de Harper a surpris tout le monde, y compris Marlo. Je les ai examinées avec l'équipe de sécurité de Vignard. Nora est restée immobile. Ethan observait Harper avec un intérêt nouveau. Le cousin de Candan venait de contredire publiquement Marlo, ce qui exigeait soit du courage, soit du calcul. Merci d'avoir clarifié cela, dit-il. Harper hocha la tête. Je crois en l'exactitude, surtout en matière d'enfants. Alors vous comprenez mes inquiétudes quant à l'arrivée de Nora dans cette famille. Je comprends que vous souhaitiez des garanties quant à sa sécurité et son bien-être. Cette formulation prudente n'échappa à personne dans la pièce. Harper adoptait une attitude diplomatique, reconnaissant la position d'Ethan sans attaquer directement Marlo. On pourrait peut-être discuter d'arrangements précis, poursuivit Harper. Des moyens de s'assurer que tout le monde se sente à l'aise pour aller de l'avant. Il n'y aura pas d'avancée, dit doucement Ethan. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Candan devint blanc tandis que les yeux de Marlo lançaient une lueur dangereuse. Que dites-vous exactement, demanda Candan. Je dis que ce mariage était une erreur. Je dis que votre famille n'est pas sûre pour Nora, et je dis que je ne la soumettrai pas à ce genre de traitement pendant des années. Vous exagérez, s'exclama Marlo, son calme prudent finissant par craquer. Un incident ne suffit pas. Un incident révèle un schéma, interrompit Ethan. Combien de fois Nora s'est-elle sentie indésirable dans cette maison? Combien de subtilités ai-je manqué parce que je voulais que ça marche? Candan parut effondré. Ethan, s'il te plaît. On peut surmonter ça. Comment vas-tu tenir tête à ta mère quand elle s'en prendra à nouveau à Nora? Choisiras-tu ta famille ou la sienne en cas de conflit? Ce n'est pas juste.
Tu me demandes de choisir entre les personnes que j'aime. Je te demande de protéger la personne la plus vulnérable de l'équation. Mais tu m'as déjà montré où sont tes priorités. Des pas dans le couloir annoncèrent le retour de Nora. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, son livre serré contre elle, son regard passant d'un visage tendu à l'autre. J'ai compris, dit-elle doucement. Bien. On s'en va, Ethan. Attends. Candace se leva, le désespoir limpide dans la voix. Ne gâche pas tout ce que nous avons construit à cause d'une mauvaise journée. Je ne jette rien. Je protège ce qui compte le plus. Ethan posa sa main sur l'épaule de Nora et la guida vers la porte. Harper s'écarta pour les laisser passer, l'air pensif. Réfléchissez à ce que vous faites, leur lança Marlowe. Vous regretterez cette décision. Ethan s'arrêta sur le seuil et regarda derrière lui. Marlowe était figé sur sa chaise, son masque de civilité tombant enfin, révélant l'esprit calculateur qui se cachait sous elle. Candace se tenait figée entre sa mère et la porte, incapable de bouger. La seule chose que je regrette, dit Ethan, c'est de ne pas avoir vu ça plus tôt. Le brunch du dimanche au manoir Duval était une tradition plus ancienne que Candace lui-même. Chaque semaine, les membres de la famille se réunissaient dans la salle à manger ensoleillée pour partager un repas et se raconter leur vie. Aujourd'hui, Ethan était assis à la table en acajou poli, observant la dynamique qui lui avait manqué jusque-là. Candace l'avait supplié de venir, lui promettant que ce serait différent cette fois. Marlowe s'excuserait comme il se doit. Il avait dit qu'il pourrait prendre un nouveau départ, reconstruire la confiance qui avait été brisée. Ethan avait accepté d'y assister, mais pas pour les raisons que Cam espérait. Il avait besoin de voir ces gens dans leur habitat naturel pour comprendre exactement à qui il avait affaire avant de prendre ses dernières décisions. Encore du café, ma chère, demanda Marlowe, penché sur la tasse d'Ethan avec un charme d'hôtesse expérimentée. Merci. Elle versa d'une main ferme, son sourire immuable. Pour un observateur extérieur, elle aurait pu ressembler à la grand-mère parfaite. Élégante, attentionnée, gracieuse. Mais Ethan perçut la calculatrice dans son regard. Sa façon d'observer ses réactions à la recherche du moindre signe de faiblesse. Où est Nora ce matin, demanda l'oncle de Candace, Robert Duval, un banquier à la retraite aux traits doux et à l'échine encore plus souple. Entraînement de foot, répondit Ethan. Elle est dans une équipe de jeunes. C'est merveilleux. Cul de Cambin, tante Patricia. Les enfants ont besoin d'activité physique. Ça forge le caractère. Montre-t-elle un talent particulier pour cela, demanda Marlowe d'un ton faussement désinvolte. Ethan comprit la question pour ce qu'elle était. Une partie de pêche. Marlowe cherchait des munitions. Une faiblesse ou un échec qu'elle pourrait exploiter plus tard. Elle apprécie ça. C'est l'essentiel. Bien sûr, acquiesça Marlowe d'un ton affirmatif. Mais j'ai toujours pensé que les enfants gagnent à comprendre la différence entre participation et excellence. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre que le monde récompense la réussite, pas l'effort. C'était bien là. La philosophie qui avait façonné l'enfance de Candace et qui aurait façonné l'avenir de Nora si Ethan ne lui avait pas ouvert les yeux. Tout était question de gagner, d'être meilleur que les autres, de ne jamais accepter l'échec. C'était exactement le contraire de ce dont Nora avait besoin. Je pense que l'effort compte beaucoup, dit Harper de l'autre côté de la table. Certaines de mes plus belles victoires juridiques sont venues de clients qui n'étaient pas très talentueux, mais qui étaient prêts à travailler plus dur que quiconque. Le sourire de Marlowe se crispa presque imperceptiblement. Talent et effort devraient aller de pair, bien sûr, mais les aptitudes naturelles comptent. La gentillesse aussi, dit Ethan doucement. Les coéquipiers de Nora adorent jouer avec elle, car elle célèbre leur succès autant que les siens. C'est adorable, dit Patricia. L'esprit d'équipe est vraiment important. Marlowe acquiesça, même si son regard suggérait qu'elle trouvait ses sentiments naïfs, même si j'espère qu'elle apprend aussi à être compétitive. Le monde n'est pas tendre envers ceux qui ne le sont pas se battre pour ce qu'ils veulent. Ethan croisa son regard fixement. Nora sait se battre quand c'est nécessaire. Mais elle connaît aussi la différence entre se battre pour quelque chose qui en vaut la peine et se battre juste pour blesser les autres. La barbe a atteint sa cible. La tasse de Marlowe claqua légèrement contre sa soucoupe alors qu'elle la posait. En parlant de combat, Robert intervint avec un inconfort évident. Comment avancent les projets de mariage? Je suppose que vous reprogrammez après l'incident. Candace bougea sur sa chaise.
Nous en discutons encore. De quoi discuter? Demanda Marlowe avec une luminosité artificielle. Les jeunes couples ont des désaccords. L'important est d'apprendre à les surmonter. Certains désaccords sont plus fondamentaux que d'autres. Dit Ethan. Oh, sûrement pas. Patricia a protesté. Vous aviez l'air si heureux ensemble. Candan parle constamment de toi. Est-ce qu'il? Ethan regarda Candan qui étudiait ses œufs bénédicts avec une concentration inhabituelle. Que dit-il? À quel point tu comptes pour lui, a poursuivi Patricia. Comme vous avez apporté de la stabilité à sa vie, comme Nora est merveilleuse. Lorsqu'il évoqua les sentiments de sa mère à l'égard de Nora, la question tomba dans la conversation comme une pierre dans l'eau calme. Des vagues d'inconfort se sont propagées autour de la table lorsque les membres de la famille ont soudainement trouvé leur nourriture fascinante. Je suis sûr qu'il y a eu quelques ajustements, a déclaré Robert avec diplomatie. Reconstituer des familles est toujours un défi. C'est comme ça qu'on l'appelle? La voix d'Ethan restait calme, mais quelque chose de dangereux brillait dans ses yeux. Ajustement, Ethan, dit doucement Candan. Peut-être que nous ne devrions pas le faire. Ne devrait-il pas quoi? Discuter du fait que votre mère a clairement fait savoir que ma nièce n'était pas la bienvenue dans cette famille. Ce n'est pas vrai, dit Marlowe, son masque glissant légèrement. J'ai toujours été parfaitement cordial avec Nora. Cordial? Ethan goûta le mot. C'est ça qu'on appelle gifler un enfant de 10 ans? Je l'ai déjà expliqué. J'étais bouleversé et j'ai pensé, vous pensiez qu'un enfant avait délibérément saboté un mariage? Même après avoir eu tort, vous avez refusé d'admettre votre erreur. Ethan posa sa tasse de café avec un soin délibéré. Dis-moi, Marlowe, quels autres événements familiaux Nora a-t-elle saboté dans ton esprit? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Dîner de Pâques où vous avez suggéré qu'elle était trop jeune pour se joindre à la conversation des adultes. La fête d'anniversaire de Candan lorsque vous l'avez assignée à la table des enfants même si elle était la seule enfant présente. Le dîner de répétition où vous l'avez assise le plus loin possible de la fête de mariage. Chaque exemple frappait comme un coup physique. Le visage de Candan pâlissait à chaque mot tandis que les autres membres de la famille échangeaient des regards inconfortables. Ce n'était que des décisions logistiques, dit faiblement Marlowe. Il s'agissait d'exclusion délibérée. Vous isolez systématiquement Nora de cette famille depuis le jour où Candan et moi nous sommes fiancés. Harper se pencha en avant, faisant appel à son instinct d'avocat. Que alléguez-vous exactement? J'affirme que Marlowe Duval n'a aucune intention d'accepter ma nièce comme membre de cette famille. J'affirme qu'elle considère Nora comme un obstacle à gérer plutôt que comme une enfant à aimer. Et j'affirme que son fils n'a pas le courage de contester son comportement. Ça suffit, claqua Marlowe, son sang-froid se brisant enfin complètement. Je ne vais pas rester ici et être accusé de maltraitance d'enfants par quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionnent les vraies familles. Les vraies familles protègent leurs membres les plus vulnérables. Elles ne font pas d'eux des boucs émissaires. Boucs émissaires. Marlowe rit, mais le son était aigu et laid. Cet enfant a été dorloté et gâté dès son arrivée. Elle n'a jamais fait face à de véritables conséquences pour quoi que ce soit. À quelles conséquences un orphelin de 10 ans doit-il être confronté exactement? Les mêmes que tout enfant devrait affronter lorsqu'il cherche à attirer l'attention. Quand Nora a-t-elle agi? Marlowe hésita clairement en réalisant qu'elle était tombée dans un piège. Les enfants de son âge recherchent naturellement l'attention. C'est du développement. Alors, vous la punissez parce qu'elle est une enfant normale. Je ne la punis pas. Je refuse simplement d'autoriser un mauvais comportement. Un mauvais comportement comme exister, comme avoir besoin de stabilité après avoir perdu ses parents, comme nouer des attachements envers les personnes qui s'occupent d'elle, comme manipuler les adultes avec des histoires sanglantes sur son passé tragique. Les mots sortirent de Marlowe avant qu'elle ne puisse les arrêter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Candan regarda sa mère avec horreur. « Mère, tu ne peux pas dire ça. » « Bien sûr, je ne le pense pas exactement comme ça. » Marlowe fit marche arrière frénétiquement. « Je pense juste que parfois les enfants apprennent à utiliser leur situation pour faire quoi? » La voix d'Ethan était mortellement silencieuse, pour survivre, pour trouver la sécurité, pour faire confiance aux adultes qui prétendaient se soucier d'eux. Harper a parlé dans le silence. « Tante Marlowe, je pense que tu devrais arrêter de parler. » Mais Marlowe était irrécupérable. Son masque était complètement tombé, révélant le froid calcul en dessous.
Cette fille t'a enroulé autour de son doigt. Ethan, elle sait exactement comment jouer sur ta culpabilité à propos de ta propre enfance pour obtenir ce qu'elle veut. Et que veut-elle? Votre attention complète, votre protection contre toute véritable discipline, votre garantie qu'elle n'aura jamais à vous partager avec quelqu'un d'autre. L'accusation restait dans l'air comme un poison. Ethan regarda autour de la table, cataloguant les réactions. Candace avait l'air malade. Patricia regardait son assiette. Robert regardait sa montre comme s'il préparait une issue de secours. Seul Harper croisa son regard et ce qu'il vit là n'était pas une condamnation dans les mots de Marlowe. C'était un intérêt professionnel, comme si elle classait des informations pour une utilisation future. Vous pensez que Nora a orchestré la mort de ses parents pour pouvoir me manipuler? Ethan a demandé avec détachement clinique. Bien sûr que non. Mais tu penses qu'elle a passé 2 ans à faire semblant de faire son deuil pour pouvoir quoi? M'empêcher de me marier? Les enfants sont plus manipulateurs que les adultes ne le pensent. Ou peut-être que les adultes sont plus menacés par les enfants qu'ils ne le pensent. Ethan se leva lentement, son mouvement faisant geler tout le monde. Merci d'avoir clarifié votre position, Marlowe. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ethan, s'il te plaît, dit désespérément Candace. Elle ne le pense pas comme ça. Elle pense exactement ce qu'elle a dit. Votre mère considère ma nièce comme une manipulatrice calculatrice qui mène une arnaque depuis 2 ans pour me garder célibataire. Ethan regarda directement Marlowe. Cela me dit tout ce que je dois savoir sur votre capacité d'empathie et votre aptitude à côtoyer des enfants. Vous déformez mes propos. Je l'ai. Répète avec précision. Harper, en tant qu'avocat de la famille, diriez-vous que j'ai mal interprété quelque chose? Le silence de Harper était une réponse suffisante. Ethan se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Candace, quand tu es prêt à choisir entre permettre la cruauté de ta mère ou protéger des enfants innocents, tu sais où me trouver. Mais n'attendez pas trop longtemps. Certains ponts, une fois incendiés, ne peuvent plus être reconstruits. Le vignoble était différent par un mardi matin gris, sans les drapés blancs et les compositions florales. Ce n'étaient que des rangées de vignes s'étendant vers des collines lointaines. Ethan se tenait au même endroit où il aurait dû épouser Candace 3 jours plus tôt, regardant les ouvriers démanteler les derniers vestiges de leur célébration ratée. Marcus Webb s'est approché avec un presse-papier et une expression soigneusement neutre. Monsieur Callahan, je voulais discuter des arrangements finaux. Bien sûr, le loueur a récupéré la plupart de ses objets, mais il reste encore quelques effets personnels dans la suite nuptiale. Cadeaux de mariage, décoration, ce genre de choses. Je m'en occupe. Webb hésita. Et en ce qui concerne le paiement final, il y avait une certaine confusion quant à savoir qui s'en occuperait. Ethan a sorti son téléphone et a ouvert son application bancaire. Envoyez-moi les détails. Je vais transférer le solde aujourd'hui. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Duval a déjà indiqué qu'il le ferait. Monsieur Duval ne s'occupera de rien en lien avec cet événement. Envoyez-moi les détails. Webb hocha la tête et prit une note dans son presse-papier. Je suis désolé que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu. Parfois, les choses se passent exactement comme elles le devraient. Le bruit des pneus sur les graviers annonçait une autre arrivée. Ethan se tourna pour voir la BMW de Candace entrer dans le parking. Son ancien fiancé est sorti lentement, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Je pensais que je pourrais te trouver ici, dit Candace en s'approchant. Vous avez bien pensé. Ils restèrent un moment silencieux. 2 hommes qui avaient prévu de construire une vie ensemble sont désormais séparés par un gouffre infranchissable. Webb, appelle-moi pour le paiement final, dit finalement Candace. Vous n'avez pas besoin de gérer ça. Oui, je le fais. Je nettoie mes propres dégâts. Ce n'est pas ton bordel, Ethan. C'est le mien. Ethan le regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Non, Candace. Votre problème serait de gérer le comportement de votre mère et de choisir le bien-être de votre famille plutôt que son approbation. Il s'agit simplement de limiter les dégâts. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le choix d'un camp. Et l'épaule de Cam ça fait ça. Je ne sais pas comment choisir contre ma mère. Elle m'a élevé seule après la mort de mon père. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai réalisé, c'est parce qu'elle m'a poussé à réussir. Et qu'en est-il de tout ce que Nora pourrait devenir? Et la vie qu'elle mérite? Je veux aussi la protéger.
J'ai juste besoin de temps pour comprendre comment. Le temps. Ethan avait un goût amer à ce mot. De combien de temps avez-vous besoin pour décider si un enfant de 10 ans mérite un respect et une sécurité élémentaire? Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que cela. Votre mère a attaqué ma nièce. Lorsqu'on lui a prouvé qu'elle avait tort, elle a redoublé d'efforts au lieu de s'excuser hier. Elle a qualifié Nora d'escroc manipulateur. De combien de preuves avez-vous besoin? Cam tressaillit. Je sais à quoi ça ressemble, mais maman n'est pas méchante. Elle protège simplement ce qu'elle considère comme les intérêts de sa famille et elle ne considère pas Nora comme une famille. Elle pourrait apprendre à savoir. Elle ne le pouvait pas parce que cela l'obligerait à admettre qu'elle avait tort. Et Marlo Duval préfère brûler le monde plutôt que d'admettre ses erreurs. Ethan se tourna complètement vers Candan. Mais le vrai problème n'est pas ta mère, Candan. C'est toi. Que veux-tu dire? Vous avez 30 ans et vous avez encore besoin de la permission de votre mère pour vivre votre propre vie. Vous ne l'avez jamais défiée, vous n'avez jamais fixé de limites, vous n'avez jamais dit non à tout ce qu'elle voulait. Ce n'est pas vrai. Nommez une fois où vous avez été publiquement en désaccord avec elle. Une fois, vous avez choisi votre propre jugement plutôt que le sien quand cela comptait. Candan ouvrit la bouche, puis la referma. Le silence s'étira entre eux comme une accusation. Je t'aime, dit finalement Candan. Cela doit compter pour quelque chose. L'amour ne suffit pas s'il est assorti de conditions. Si cela m'oblige à sacrifier le bien-être de Nora pour conserver l'approbation de ta mère. Et si je déménageais, que j'avais mon propre logement, que je prenais une certaine distance et qu'elle s'y opposait. Quand elle menace de vous couper les ponts financièrement ou socialement, quand elle vous oblige à choisir entre elle et nous. Je te choisirais, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 3 jours, au moment où cela comptait le plus, tu l'as choisi. L'accusation a fait mouche. Le visage de Candan se plissa légèrement. Le poids de son échec retombant finalement sur ses épaules. J'avais peur, a-t-il admis. Elle est toute la famille qu'il me reste. Vous avez eu la chance de fonder une nouvelle famille. Celui qui comprenait Nora et moi. Au lieu de cela, vous avez choisi de protéger la femme qui a attaqué un enfant. Je n'ai pas choisi. Votre silence était un choix. Votre échec à défendre Nora était un choix. Vos excuses continues pour le comportement de votre mère sont des choix. La voix d'Ethan restait calme, mais chaque mot atterrissait comme un coup de marteau. Tu continues de la choisir, Candan. À chaque fois, une portière de voiture claquait au loin. Ils se tournèrent pour voir Marlo Duval sortir de sa Mercedes, l'expression tonitruante. Elle se dirigea vers eux avec la porte déterminée de quelqu'un prêt au combat. Alors, c'est ici que tu te cachais, dit-elle à Candan. Je t'ai cherché partout. Mère, qu'est-ce que tu fais ici? Nettoyer ton désordre. Elle s'est tournée vers Ethan avec une hostilité à peine dissimulée. Je comprends que tu as répandu des histoires sur notre famille. Cela s'arrête maintenant. De quelles histoires s'agirait-il? Vous savez exactement ce que je veux dire. Appel téléphonique à des proches, questions sur les finances familiales, approfondissement de sujets qui ne vous concernent pas. Le sourire d'Ethan était glacial. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Ne jouez pas avec moi. Harper m'a parlé de votre petite enquête. Interesting. Harper had been busy apparently feeding information to both sides. Ethan filed d'éditer le way for future reference. I haven't investigated anything, et said truthfully. I've simply asked question about the family I almost joined. What kind of question? The kind any responsible guardian would ask about financial stability, family dynamics, history of conflict resolution. Marlowe's eyes narrowed. And what did you learn? That the Duval family has a pattern of cutting off members who don't conform to expectation. That financial support comes with strings si joints, que les apparences comptent plus que les relations réelles. Ce sont des mensonges, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé au cousin de Candan, David, lorsqu'il a épousé quelqu'un que vous n'approuviez pas? Combien de temps lui a-t-il fallu pour être exclu des réunions de famille et des opportunités d'affaires? Candan parut surpris. Comment savez-vous pour David? Parce que les gens parlent, Candan, la réputation de contrôle de votre famille n'est pas exactement un secret. Marlo s'approcha, sa voix se transformant en un murmure dangereux. Vous m'écoutez très attentivement.
Je ne vous permettrai pas de détruire l'avenir de mon fils avec vos accusations paranoïaques et votre manipulation émotionnelle. Je ne détruis rien. Je refuse simplement de l'activer. Vous faites une erreur qui vous coûtera tout. Éloignez-vous de cette famille et vous n'aurez rien. Aucune connexion, aucun soutien, aucune ressource pour votre nièce. La menace était limpide. Traverser les Duval. Et ils utiliseraient leur influence pour rendre la vie difficile. C'était exactement le genre de jeu de puissance auquel Ethan s'attendait. Tu menaces ma nièce? J'explique la réalité. Le monde est plus petit que vous ne le pensez, surtout dans certains cercles. Il serait dommage que les portes commencent à se fermer pour vous deux. Le calme d'Ethan finit par se briser. Mais au lieu de la colère, ce qui est apparu était quelque chose de bien plus dangereux. Clarté totale. Laissez-moi vous expliquer ma réalité. Marlo, j'ai construit ma carrière et ma vie sans aucune aide de ta famille. J'ai élevé Nora sans le soutien de personnes comme vous, et j'ai survécu à des menaces bien pires que tout ce que vous pourriez imaginer. Sa voix baissa pour correspondre à la sienne. Mais là où la sienne était fanfaronnade, la sienne portait une certitude absolue. Si vous ou un membre de votre famille tentez de nuire à Nora ou d'interférer avec nos vies, vous découvrirez exactement ce que j'ai appris en grandissant en famille d'accueil. Vous apprendrez ce qui se passe lorsque quelqu'un n'a vraiment plus rien à perdre. Marlo recula, reconnaissant apparemment quelque chose dans les yeux d'Ethan qui l'avertissait qu'elle avait poussé trop loin. Candan, dit-elle sans rompre le contact visuel avec Ethan, nous partons. Cette conversation est terminée. Mais Candan ne bougeait pas. Pour la première fois de sa vie, il semblait peser ses options plutôt que automatiquement. Obéir aux ordres de sa mère. Mère, peut-être que nous devrions le faire. Nous partons. Répéta TL brusquement. Maintenant, le moment s'étendait entre eux comme un test. Candan regarda alternativement sa mère et Ethan. Il fait face à un champ de bataille de loyauté contradictoire. Finalement, lentement, il fit un pas vers sa mère. Ethan sentit quelque chose de froid et définitif s'installer dans sa poitrine. Au revoir, Candan. Ethan, attends. Mais Ethan s'éloignait déjà, laissant derrière lui le vignoble et la vie qu'il y avait presque bâtie. Derrière lui, il pouvait entendre la voix de Marlo s'élever en signe de triomphe et celle de Candan se briser avec quelque chose qui aurait pu être du regret. Cela n'avait pas d'importance. Le choix avait été fait, comme Ethan l'avait prévu. Certaines personnes préféreraient toujours les chaînes familières plutôt que la liberté incertaine. Candan faisait partie de ces personnes, et Nora méritait mieux. Ils l'ont tous les deux fait. Le salon du manoir Duval semblait plus petit lorsqu'il était rempli de membres tendus de la famille. Ethan était assis sur la chaise qu'il avait occupée lors d'innombrables dîners et réunions de vacances. Mais cette fois, l'ambiance crépita d'anticipation plutôt que de force. C'était Harper qui avait convoqué cette réunion, affirmant qu'il y avait des problèmes familiaux à résoudre. Ethan soupçonnait qu'elle avait son propre agenda, mais son invitation avait été l'occasion idéale pour réaliser ce qu'il avait prévu. Candan était assis en face de lui, ressemblant à un homme menacé d'exécution. Marlo tenait la cour dans son fauteuil habituel, flanqué de Robert et Patricia, qui semblaient souhaiter être ailleurs. Harper était assise légèrement à l'écart des autres, son bloc-notes et son stylo à portée de main. Avant de commencer, a déclaré Harper, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à diriger des réunions. Je tiens à établir que cette conversation est confidentielle. Rien de ce qui est dit ici ne devrait quitter cette pièce. D'accord, dit Ethan calmement. Marlo hocha sèchement la tête, même si ses yeux ne quittèrent jamais le visage d'Ethan. Bien. Harper consulta ses notes. Ethan, vous avez demandé cette réunion pour parler de ce que vous avez appelé un modèle de comportement nuisible. Souhaitez-vous développer? Ethan fouilla dans sa mallette et en sortit un dossier en papier cartonné. J'ai documenté plusieurs incidents au cours des 8 derniers mois qui démontrent les tentatives délibérées de Marlo pour isoler et marginaliser ma nièce. C'est ridicule. Cracha Marlo. Je ne vais pas rester ici et être accusé, vous resterez assis là et écouterez. La voix d'Ethan transperça sa protestation comme une lame. Parce que pour une fois dans votre vie, vous allez faire face aux conséquences de vos actes. Le silence qui suivit fut absolu. Même Marlo semblait abasourdi par l'acier de sa voix. Ethan ouvrit le dossier et en sortit le premier document. Dîner de Pâques, le 28 mars. Lorsque Nora a tenté de participer à la conversation sur la politique locale,
vous lui avez dit qu'elle était trop jeune pour comprendre des problèmes complexes et vous lui avez suggéré d'aller jouer dans une autre pièce. Les enfants ne devraient pas le faire, commença Marlowe. Elle a 10 ans et suit mieux l'actualité que la plupart des adultes. Mais ce n'est pas le sujet. Ethan posa le papier de côté et en prit un autre. Fête d'anniversaire de Cam, le 15 avril. Vous avez assis Nora à une table séparée, prétendant que la table principale était réservée à une famille uniquement. Candace bougea inconfortablement. Je pensais que c'était juste pour l'espace. Elle était la seule enfant là-bas. Candace, la seule personne exclue de la table principale. Les yeux d'Ethan trouvèrent Harper. Aimeriez-vous deviner quel message cela a envoyé à une fillette de 10 ans qui avait déjà perdu ses parents? L'expression de Harper était soigneusement neutre, mais Ethan remarqua le léger resserrement de ses yeux. Le dîner de répétition. Ethan continua en sortant un autre document. Nora était assise à la table 12, aussi loin que possible de la noce. Lorsqu'elle vous a demandé pourquoi, vous lui avez répondu que c'était parce que les enfants devaient être vus et non entendus lors d'événements pour adultes. C'était raisonnable, commença Marlowe. Il s'agissait d'exclusion délibérée destinée à faire en sorte qu'une enfant en deuil ne se sente pas la bienvenue dans ce qui était censé devenir sa famille. La voix d'Ethan restait neutre, mais les mots portaient le poids d'une certitude absolue. Chaque incident pris isolément pourrait être expliqué. Ensemble, ils forment un modèle clair. Patricia s'éclaircit nerveusement la gorge. Il y a peut-être eu des malentendus. Aucun malentendu. Ethan sortit son téléphone et tapota l'écran. J'ai des enregistrements. Le sang vidé du visage d'Arlo. Quels enregistrements? Conversation où vous avez exprimé vos vrais sentiments à propos de Nora. Votre conviction qu'elle est manipulatrice. Vous craignez qu'elle ne pèse sur les ressources familiales. Votre inquiétude que Candace ait fait une erreur en épousant quelqu'un avec autant de bagages. Il toucha l'écran du téléphone et la voix de Marlowe remplit la pièce. Cet enfant a été dorlotée et gâtée dès son arrivée. Elle n'a jamais fait face à de véritables conséquences pour quoi que ce soit. Candace regarda sa mère avec horreur. Quand as-tu dit ça? Brunch du dimanche, a répondu Ethan. Juste avant que vous appeliez ma nièce, une escroc manipulatrice qui utilisait son passé tragique pour me contrôler. L'enregistrement continue, les enfants sont plus manipulateurs que les adultes ne le pensent. Cette fille t'a enroulé autour de son doigt. Ethan, Marlowe se précipita vers le téléphone, mais Ethan le retira doucement. C'est une preuve de violence psychologique sur un enfant. Je ne recommanderais pas d'essayer de le détruire. C'est sorti de son contexte, a déclaré Marlowe, désespéré. Dans quel contexte serait-il acceptable de qualifier un orphelin de 10 ans de manipulateur calculateur? Harper se pencha en avant, ses instincts professionnels mobilisés. Ethan, que comptes-tu faire exactement avec ces enregistrements? Cela dépend de ce qui se passera ensuite. Il regarda autour de la pièce, établissant un contact visuel avec chaque membre de la famille. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous donner à tous une dernière chance de faire la bonne chose, ce que Candace a demandé, même s'il semblait déjà connaître la réponse. Marlowe s'excuse publiquement et sincèrement auprès de Nora. Elle reconnaît que son comportement était inapproprié et s'engage à traiter Nora avec le même respect que n'importe quel enfant de cette famille. Et si elle ne le fait pas, a demandé Harper, alors j'apporte ces enregistrements ainsi que les documents sur le harcèlement au service de protection de l'enfance. Je les partage également avec les cercles sociaux où le nom Duval a du poids. Le visage de Marlowe est devenu blanc. Vous menacez de détruire ma réputation à cause de quelques malentendus. Je vous offre une chance de le sauver en faisant ce que vous auriez dû faire il y a des mois. La voix d'Ethan n'avait aucune chaleur, aucun pardon. Mais ne vous y trompez pas, si vous continuez à cibler ma nièce, j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour la protéger. C'est de l'extorsion, dit faiblement Marlowe. Ce sont des conséquences. Ethan se leva, son mouvement provoquant l'attention de tous les autres. Vous avez passé toute votre vie à croire que votre richesse et votre position sociale vous rendaient intouchable. Aujourd'hui, vous apprenez autrement. Candace a retrouvé sa voix. Ethan, s'il te plaît. Il doit y avoir un autre moyen. Il y avait une autre façon. Tu aurais pu défendre Nora depuis le début. Vous auriez pu fixer des limites avec votre mère. Tu aurais pu choisir d'être l'homme que je pensais que tu étais. Le regard d'Ethan était pitoyable, mais tu as choisi le réconfort plutôt que le courage. Et maintenant nous sommes là.
Harper tapota son stylo contre son bloc-notes. Vos conditions étaient-elles spécifiquement des excuses publiques à Nora présentées devant témoins? Un engagement à adopter un comportement approprié à l'avenir. Et surtout, la liberté de Candace de faire ses propres choix sans crainte de représailles financières ou sociales. On ne me dictera pas d'acheter, commença Marlowe. Oui, vous le ferez. La certitude dans la voix d'Ethan la stoppa. Parce que l'alternative est de voir votre réputation soigneusement construite s'effondrer en temps réel. Il fouilla de nouveau dans sa mallette et en sortit sa pile de papier. J'ai également fait des recherches sur les pratiques commerciales de la famille Duval. Là aussi, des modèles intéressants. Les yeux de Harper se sont aiguisés. Quel genre de modèle? Du genre qui pourrait intéresser l'IRS ou le bureau du procureur général de l'État ou les partenaires commerciaux qui ne sont pas au courant de certaines irrégularités comptables. Le visage de Marlowe est passé du blanc au gris. Vous bluffez. Le suis-je? Ethan sourit. Et cela n'avait rien d'agréable. J'ai grandi sans rien, Marlowe. J'ai appris très tôt que la connaissance est un pouvoir et que le pouvoir est la seule chose que les gens comme vous respectent. Il posa les papiers sur la table basse entre eux. Votre choix. Excusez-vous auprès de ma nièce et apprenez à la traiter avec la décence humaine élémentaire ou découvrez exactement combien de dégâts je peux causer à tout ce que vous avez construit. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. Finalement, Candace parla. Mère, excuse-toi. S'il vous plaît, je ne serai pas victime de chantage. Vous n'êtes pas victime de chantage. Harper l'interrompit, sa formation d'avocat prenant le dessus. On vous propose un règlement. C'est en fait assez généreux compte tenu de l'exposition potentielle. Marlowe regarda sa nièce sous le choc. Mais la famille survivra aux excuses publiques adressées à un enfant de 10 ans. Qu'est-ce que ça va être? Le patio du manoir donnait sur un jardin qui avait été présenté dans les magazines d'architecture, même dans la lumière tamisée du début de soirée. D est parfaite, un aménagement paysager conçu avec précision, chaque élément était placé avec précision pour un impact maximum. Candace se tenait près de la balustrade, ses mains si fermement que ses jointures étaient blanches, attendant ce que Candace avait besoin de dire. Enfin. Les excuses. C'est. Harper l'a convaincu. C'était le seul moyen d'éviter de pires conséquences. Harper est une femme intelligente. Camari, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Assez intelligent pour abandonner un navire en perdition. As-tu vu la façon dont elle regardait maman? Comme si elle calculait la distance à mettre entre eux. L'autopréservation est un puissant facteur de motivation. Ils restèrent silencieux, regardant les ombres s'allonger sur la pelouse bien entretenue. Quelque part dans la maison derrière eux, Marlowe était probablement en train de planifier son prochain mouvement. Cherchant un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui était devenue complètement hors de portée. J'aurais dû protéger Nora, dit doucement Candace. Dès le début, j'aurais dû voir ce que faisait ma mère et l'arrêter. Oui, vous auriez dû. Candace tressaillit face à cet accord brutal. Vous n'allez pas me rendre les choses plus faciles, n'est-ce pas? Pourquoi le ferais-je? Rien dans tout cela n'a été facile pour Nora. Je le sais. Je sais que je l'ai laissé tomber. Je vous ai laissé tomber tous les deux. Candace se tourna vers lui et Ethan fut surpris de voir des larmes dans ses yeux. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le choix du confort plutôt que du courage. Vous avez raison. Avoir raison n'arrange rien. Non, mais peut-être que comprendre est possible. Candace essuya les yeux du revers de la main. J'ai passé toute ma vie à éviter les conflits avec ma mère, car un conflit signifiait risquer tout ce dont je pensais avoir besoin. Son approbation, son soutien financier, ses relations. Et qu'est-ce que cela vous a coûté? Tout ce qui comptait vraiment. La voix de Cam se brisa légèrement. J'ai perdu un homme que j'aime et la chance d'être le père d'une petite fille extraordinaire parce que j'étais trop faible pour tenir tête à une femme amère. Ethan sentit quelque chose de froid dans sa poitrine. Pas de sympathie, mais de reconnaissance. Candace voyait enfin clair, mais il était trop tard pour avoir de l'importance. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Ethan. Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, honnêtement, je ne sais pas. Camin se retourna vers la maison. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à marcher sur des œufs, à évaluer chaque décision par rapport à l'approbation de ma mère. Mais je ne sais pas non plus comment vivre autrement. Vous apprenez jour après jour, choix par choix.
Le ferez-vous? Pourriez-vous m'aider à comprendre? L'espoir dans la voix de Candan était douloureux à entendre. Ethan regarda cet homme qu'il avait autrefois aimé. Cette personne qui aurait pu être le beau-père de Nora et qui n'éprouvait que de la pitié. Non, Candan, je ne peux pas. Pourquoi pas? Si je change, si je lui tiens tête, si je prouve que je peux être l'homme dont tu as besoin parce que certaines choses ne peuvent pas être défaites. La voix d'Ethan était douce mais définitive. Tu m'as montré qui tu étais quand cela comptait le plus. Je ne peux pas l'ignorer. Mais les gens peuvent changer. Oui, ils le peuvent. Et peut-être que vous le ferez, mais le changement n'efface pas le passé et ne mérite pas automatiquement le pardon. Le visage de Candan se plissa. Alors voilà. C'est vraiment fini. C'est fini depuis le moment où tu as laissé ta mère gifler Nora sans rien dire. J'étais sous le choc. Vous avez été sous le choc pendant 3 jours alors qu'elle redoublait de mensonges. Vous étiez sous le choc pendant ce brunch quand elle a traité ma nièce de manipulatrice. Vous étiez sous le choc lorsqu'elle nous a menacés au vignoble. La voix d'Ethan restait calme, mais chaque mot tombait comme un coup physique. À quel moment le choc devient-il complicité? Camin n'avait pas de réponse à cela. Le problème, poursuit Ethan, je ne pense pas que tu étais du tout sous le choc. Je pense que tu faisais des calculs, en te demandant si défendre Nora valait le prix que tu paierais avec ta mère. Ce n'est pas le cas, et tu as décidé que ce n'était pas le cas. La sécurité et la dignité d'une fillette de 10 ans ne valaient pas une confrontation avec Marlo Duval. Candace a fait ça contre la balustrade. Vous avez raison. Dieu m'aide. Vous avez tout à fait raison. Je sais. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu disparais de nos vies pour toujours. Je ramène Nora à la maison et nous continuons à construire la vie que nous avions avant que je fasse l'erreur de penser que cette famille pourrait en faire partie, ainsi que moi. Ethan regarda Candan pendant un long moment, mémorisant son visage. Il y avait eu de bons moments entre eux, une véritable affection et des rêves partagés. Mais ces souvenirs semblaient désormais appartenir à des personnes différentes. Vous découvrez comment vivre avec les choix que vous avez faits. Et peut-être que si vous êtes très chanceux, vous apprendrez à en créer de meilleurs à l'avenir. Avec quelqu'un d'autre, tu veux dire avec tout le monde. Votre mère, votre famille, la prochaine personne que vous prétendez aimer. Ethan se tourna pour partir, puis s'arrêta. Candan, tu sais ce que Nora a dit quand je lui ai dit que le mariage était annulé? Candan secoua la tête. Elle a dit, je suis désolé que cela n'ait pas fonctionné, mais je suis heureuse que nous soyons en sécurité. Un enfant de 10 ans a compris ce qu'on ne pouvait pas faire. Que certaines choses comptent plus que le maintien de la paix. Les mots restaient dans l'air entre eux comme un jugement final. Candan pressa son visage dans ses mains, ses épaules tremblantes de sanglots silencieux. Ethan la laissait là, pleurant pour un avenir qu'il avait gâché à cause de sa propre faiblesse et de sa lâcheté. À l'intérieur de la maison, il pouvait entendre la voix de Marlo monter en colère alors que Harper exposait les réalités juridiques de leur situation. Le son le suivit alors qu'il traversait une dernière fois les couloirs immaculés du manoir, passant devant les portraits de Duval mort et les meubles coûteux qui avaient été choisis pour le spectacle plutôt que pour le confort. Demain, Marlo s'excuserait auprès de Nora. Ce serait stratégique plutôt que sincère, mais ce serait public et enregistré. Plus important encore, cela établirait un ensemble de conséquences pour quiconque penserait pouvoir cibler sa nièce sans répercussion. Après cela, la famille Duval disparaîtrait complètement de sa vie. Cam finirait par apprendre à vivre sans l'approbation de sa mère, ou bien il ne le ferait pas. Marlo trouverait de nouvelles cibles pour son comportement contrôlant, ou elle vieillirait et amère dans son manoir vide. Tout cela n'était plus le problème d'Ethan. Le vignoble de Soma semblait paisible dans la lumière dorée du coucher du soleil. Ethan et Nora marchaient main dans la main entre les rangs de vignes, leurs pas doux sur le sol poussiéreux. C'était leur dernière visite dans cet endroit, leur dernier adieu à ce qui aurait pu être. Alors, c'est vraiment fini? Demanda Nora d'une voix curieuse plutôt que triste. Oui, c'est fini. Et Marlo s'est excusée. Elle l'a fait cet après-midi devant témoins et en présence d'un journaliste. Ethan sourit à ce souvenir. Elle avait l'air d'avaler du verre tout le temps. Nora rigola. Étaient-ce de vraies excuses? Assez réelles. Elle a admis qu'elle avait tort à propos de l'incident du vin. A reconnu que son comportement à votre égard était inapproprié et s'est engagée à vous traiter avec respect à l'avenir. Mais nous ne la reverrons plus à l'avenir. Non, nous ne le ferons pas. Ils arrivèrent à l'endroit où